Ah ben, bienvenue là, vraiment je suis contente de voir qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées à voir les possibilités de ces 2 dans un département de ressources humaines. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple de catalogue de demandes ressources humaines. Naturellement, on ne va pas aller dans le détail de chacune des demandes. Je vais vous montrer quelques exemples. Il y a certaines demandes qu'on va aller un peu plus, approfondies, juste pour vous expliquer un peu ce qu'on a mis en place. Comme je dis tout le temps dans des démos, mais ce n'est qu'un exemple, hein. Donc, c'est vraiment, on y va, on essaie d'y aller pas trop compliqué, de montrer un peu ce qu'on est capable de faire avec ces 2. Mais pour tous ceux qui ont déjà implémenté ces 2, dans leur établissement, ben, vous le savez, on vient configurer votre C2 selon vos procédures, selon vos besoins. Fait que ça se peut qu'il y ait des demandes que je vous montre puis que ça va beaucoup trop loin, beaucoup trop dans le détail et que ce n'est pas un besoin qui est nécessaire pour l'instant chez vous. Donc, n'ayez crainte, lorsqu'on implémente C2, on y va vraiment avec vos processus à vous et non pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, comme Maud l'a mentionné, on va y aller par 2 sections. Donc, je vais commencer par le portail. On va discuter du catalogue, comment on fait la coupure d'un département à l'autre pour être capable d'utiliser le même C2. Et par la suite, on va aller vraiment plus au niveau des billets, donc dans l'application, les fils, comment vous pouvez faire votre suivi des billets, etc. Et il va y avoir une période de questions entre les 2. Donc, tout d'abord, je suis au portail, donc je suis un employé dans votre cas qui va accéder au portail. Probablement que la majorité d'entre vous, vous connaissez déjà le portail. Pour ceux qui sont plus pilotes de ces 2, je suis désolée, il y a des affaires que que je vais montrer que vous connaissez déjà, mais c'est important pour s'assurer que toute l'assistance suit bien ce que j'explique, de revenir un peu à la base. Donc, on est au portail. Le portail est configuré en fonction de vos besoins, avec vos images, etc. Et moi, en tant qu'employé, je peux venir faire une demande. Donc, par exemple, je vais venir cliquer sur une nouvelle demande. Je pourrais faire une recherche aussi. Et si la base de connaissances, elle est activée, je pourrais aussi aller chercher des informations dans les articles de base de connaissances. Et je peux suivre mes demandes que j'ai déjà remplies. Donc, si je clique sur une nouvelle demande, ce qui va arriver là, je vais juste aller là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire 2 catalogues séparés. Fait que c'est dans le même C2, c'est avec les mêmes informations, etc., mais on sépare un peu selon les différents départements. Là, vous voyez, moi, j'ai 3 départements ici. Vous auriez votre département que vous avez déjà dans la grande majorité, c'est les TI. Donc, il y aurait encore le catalogue TI qui existe, qui serait disponible pour vos employés, mais ils pourraient venir sélectionner les ressources humaines. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est qu'on fait une séparation et ça permet à l'employé de plus facilement retrouver sa demande. Lorsqu'on bâtit un catalogue, vous le savez, l'important, c'est que vraiment de se mettre dans la peau des employés qui ont à remplir des billets pour que ça soit le plus simple possible. Parce que s'ils cherchent, ben, ils n'iront pas ou bien ils vont prendre la première demande sur le bord puis ils vont la remplir. Donc, c'est important d'avoir un catalogue qui fait du sens et qui parle à tous vos employés. Donc, aujourd'hui, on va regarder le catalogue des ressources humaines et on l'a séparé en différentes sections. Sachez qu'on pourrait avoir aussi, nous, on est allé avec les catégories, on pourrait y aller avec des catalogues, donc il y a un niveau avant. Je pourrais avoir mes catégories, par exemple la paye puis les ressources humaines, et après ça, dans chacun, là, je pourrais avoir mes services. Donc, ça aussi, ça dépend de vos besoins. Donc, ici, on a plusieurs services. Par exemple, je pourrais dire, OK, bien, je veux faire une demande à la retraite. Je suis prête à prendre ma retraite et je pourrais venir compléter ma demande directement. Pourquoi que j'arrive directement là, contrairement à d'autres, c'est que pour la retraite, je n'ai qu'une seule demande dans mon service. Si, par exemple, on arrive, on prend employé, mais là, vous voyez, employé, là, j'ai plusieurs demandes.
Donc, dans les demandes d'employés qu'on vous présente, on a arrivée, remplacement, départ. C'est la même chose que arrivée, mouvement et je pourrais avoir départ aussi. C'est deux façons de faire les demandes d'arrivée. Ça dépend de vos besoins. Je l'ai laissé là volontairement, même si ça fait redondant, juste pour vous expliquer qu'à l'intérieur d'une même demande, je pourrais venir dire, OK, est-ce que c'est un arrivé, un remplacement ou un départ, ou je peux venir les séparer et à l'intérieur de ma demande comme telle, là, ça ne touche que pour les arrivées d'employés. On va revenir à celle-là tantôt, je vais en compléter une pour vous le montrer. Les affichages de poste, même principe, on l'a mis dans employé, on pourrait le mettre dans dotation. Donc, si on revient ici, on a la dotation. Donc, je pourrais venir faire une demande d'affichage de poste, une demande d'abolition de poste. Et je pourrais aussi avoir des demandes pour l'externe qui est pour postuler à des postes qui sont présentement ouverts pour des candidatures externes. Je ne l'ai pas dans cette présentation-là. Sachez qu'il y a des demandes. On peut faire un catalogue qu'on appelle pour des clients anonymes, donc pour la population en général. Ça peut être les transports scolaires, on va le voir tantôt pour les plaintes. Et ça pourrait être aussi des demandes. Moi, j'envoie mon CV pour un poste qui est affiché à votre centre de service scolaire. Donc, je l'ai aussi, j'ai de l'air de me répéter, mais je l'ai laissé dans les deux endroits juste pour vous montrer qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Oui, c'est sûr que quand on va l'implémenter avec vous, il y a des bonnes pratiques à tenir en considération, mais il reste que c'est vos environnements. Donc, si on revient un peu dans employé, j'ai mon arrivée, mon mouvement, puis je pourrais mettre à jour mes contacts en cas d'urgence. Même principe, nous, on a séparé employé et assurance collective, mais je pourrais avoir aussi ma demande d'assurance collective qui est directement dans employé. Fait que c'est juste que tout dépendant du nombre de demandes, nous, ce qu'on conseille, c'est que quand on arrive, par exemple, à mes employés ici, qu'on n'ait pas trop de pastilles. Si on a trop de pastilles, ça vient difficile à lire, fait que les gens, ils ne le trouveront pas. Fait que c'est pour ça que souvent, on va préférer faire des séparations pour que ça soit plus facile à suivre pour tout le monde. Donc, je peux avoir des demandes de stagiaires, je pourrais avoir des demandes pour ma paie. Par exemple, j'ai une erreur sur ma paie, je ne comprends pas ma paie, j'ai des questions, etc. Tout ce qui est documentation, les attestations de travail, les reconnaissances extérieures, etc. Donc, ce sont aussi un service que nous, on a séparé. Et on a toute la notion d'absence. Donc, je veux me prévaloir d'un congé sans solde. Naturellement, les congés sans solde, mais il y a des règles reliées avec les congés sans solde. Donc, on peut venir mettre ici, vous voyez, nous, ce qu'on a mis tout simplement, c'est juste ramener les règles pour que quand l'employé va venir compléter sa demande de congé sans solde, qu'il sait déjà que c'est quoi les règles qui s'appliquent, est-ce qu'il y a droit ou pas. Et là, il viendrait sélectionner son type de congé sans solde. Donc, est-ce que c'est du court terme ou du long terme? Avec les autres informations nécessaires. Dans notre démo, on essaie de rendre ça le plus simple possible. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas mis plein de champs. La demande d'arrivée d'employé, on va la faire tantôt. Elle a beaucoup plus de champs. Sinon, on préfère y aller de façon plus simple que d'avoir trop d'informations. Et je pourrais aussi, par exemple, demander un congé lié à la naissance et à l'adoption d'un enfant. Donc, l'idée un peu qu'on présente, c'est des demandes qui sont prévues à l'avance, que l'employé peut se prévaloir de congés, donc il va aller au portail. Naturellement, il pourrait aussi, en cas d'accident de travail, d'assurance salaire, etc., aller ouvrir son billet. C'est moins ce qu'on voit habituellement. Naturellement, il faut que tu amènes le billet, il faut que tu rencontres les gens du service de santé, etc. Fait que, de demander à l'employé, en plus d'aller au portail, ouvrir un billet, c'est moins des pratiques qu'on va voir, mais sachez que ça se ferait sans problème.
Si on regarde la demande d'assurance collective, ce qui est intéressant avec la demande d'assurance collective, c'est que, par exemple, je peux venir sélectionner mon syndicat et je vais avoir directement le formulaire à remplir. Je ne vous le montrerai pas, c'est un faux formulaire. J'ai juste mis là quelque chose. Donc, il va venir le télécharger, le remplir et il va venir vous joindre le formulaire complété. Donc, ça évite d'avoir des échanges, de dire, OK, bon, ben, va remplir le formulaire, etc. Donc, quand vous recevez le billet, la demande est déjà complétée avec toutes les informations que vous avez besoin pour traiter la demande de l'employé. C'est ça qu'on essaie d'avoir le plus possible, de recueillir toutes les informations qu'on a besoin pour être capable par la suite d'être plus efficace rapidement que d'attendre après l'autre qui remplit le formulaire, etc. Ce qu'on a déjà vu à un autre endroit, c'est que plutôt que de mettre le formulaire ici, bien, par exemple, l'employé vient, il remplit, OK, moi, c'est pour tel syndicat, et le formulaire est envoyé via courriel de façon automatique. Donc, encore là, il n'y a pas personne qui a besoin de traiter le billet pour l'instant. Le formulaire va s'envoyer de façon automatique. L'employé va le remplir, va retourner un courriel, ça vient se mettre dans le billet et c'est là, à ce moment-là, que les personnes aux ressources humaines vont avoir à traiter le billet. Donc, tant que je n'ai pas le formulaire complété, je n'ai pas à traiter le billet, c'est le système qui s'occupe de ça. Personnellement, je préfère le mettre directement ici. Mon champ ici, je l'ai mis obligatoire. Donc, si j'essaie de venir enregistrer, il va me le dire que mon formulaire, il s'attend obligatoirement à retrouver une pièce jointe ici dans le champ. Donc, si on revient à notre demande d'arrivée d'employés, il y a un bout aussi que je n'ai pas mentionné. Les ressources humaines, vous transigez des informations confidentielles. Naturellement, vous allez avoir des informations personnelles de l'employé. On va le voir tantôt au niveau des fils. Il n'y a que vous qui allez voir les fils, mais sachez aussi que les champs qu'on vient mettre ici, on pourrait mettre une sécurité. Donc, par exemple, un numéro d'assurance sociale, mais en plus qu'il y a juste vous autres qui pouvez le consulter, les billets, mais habituellement, ce qu'on recommande, c'est que ce champ-là, il est protégé, seulement que pour les groupes qui peuvent voir ces informations-là. Et on va aussi le mettre encrypté dans la base de données. Donc, personne ne pourrait aller extraire l'information, que ce soit par des rapports, que ce soit par une recherche. Si je n'ai pas les droits sur le champ directement, je ne pourrai pas voir le contenu. Donc, il faut absolument que mon groupe ait le droit sur ce champ-là pour pouvoir voir le contenu. Donc, parce que vous transigez souvent avec des informations qui sont personnelles, fait qu'il faut s'assurer de respecter la confidentialité et que ce ne soit pas n'importe qui peut aller consulter les demandes. Donc, ma demande d'arrivée d'employé, on va la remplir. On va embaucher Maude. Donc, on va y mettre son gestionnaire. Naturellement, la demande peut arriver, ça pourrait être le gestionnaire, mais souvent, la demande d'arrivée d'employé, c'est les personnes des ressources humaines qui vont venir le compléter. Ils vont mettre les informations qui sont nécessaires pour venir créer ces accès. Cette demande-là, elle est très populaire. Là, il y a beaucoup d'établissements qui l'ont. Ce qu'elle permet de faire, en fait, c'est qu'elle permet d'envoyer les tâches aux différents départements. Donc, moi, je viens de dire, OK, j'embauche une agente administrative et si on regarde par la suite, nous, ce qu'on a déjà configuré, c'est qu'on dit, bien, agente administrative, au niveau de ses applications, elle doit avoir accès à ces applications-là. Je pourrais venir y rajouter des applications supplémentaires, les accès répertoires, les équipements. Donc, ce que ça va faire par la suite, je vais mettre une date d'entrée. Donc, ce que ça va faire par la suite, c'est que cette demande-là, une fois qu'elle va être enregistrée, on va le voir tantôt, elle va envoyer des tâches aux différents départements. Donc, la demande comme telle,
reste le propriétaire, reste l'équipe des ressources humaines. Vous avez à vous assurer que tout est fait dans les temps, etc. Mais chaque équipe a un bout de chemin à faire pour bien accueillir l'employé le 3 février. Donc, il faut s'assurer qu'on a créé ses accès, qu'elle a accès au répertoire, s'il y a du matériel à lui préparer, des équipements, etc., pour qu'elle puisse avoir une bonne première journée au sein de votre organisation. Donc, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. Nous, on le fait, comme je vous disais, au niveau de la CMDB, on vient l'organiser, mais on pourrait au moins venir mettre le rôle, choisir directement les applications, choisir les accès manuellement, plutôt que ça soit de façon automatique comme nous, on le fait. Donc, ça fait le tour pour le portail. Naturellement, comme je vous disais, toutes les demandes que moi j'ai complétées, je vais pouvoir les voir directement dans ma grille ici. Et sachez aussi que si, par exemple, je suis un gestionnaire et que j'ai des tâches, des approbations à donner, bien, je vais la voir aussi directement au niveau de mon portail. Fait que, Maude, on pourrait peut-être voir, je ne sais pas s'il y a des questions. Je te dirais que oui, on a une question. On a quelqu'un qui demande, est-ce que cette demande peut générer un billet dans le catalogue ou l'équipe qui utilise un autre catalogue distinct? Oui, oui. Oui, parce que c'est un peu ce que j'expliquais dans la demande d'arrivée d'employés. On peut ouvrir une demande du côté RH qui pourrait ouvrir une sous-demande, par exemple, du côté TI. Ou bien on va utiliser des tâches, donc la demande reste du côté RH et on va plutôt créer des tâches à l'intérieur du même billet. Il y a les deux façons de faire. Pourquoi qu'on viendrait créer une sous-demande? C'est si, par exemple, il y a, j'essaie de vous donner un exemple concret, là. Si, tu sais, là, on avait comme la demande d'arrivée d'employés, j'ai besoin des accès, mais ça pourrait être la sous-demande d'accès. Parce que si vous avez déjà une demande du côté TI pour ajouter des accès, bien, plutôt que de créer des tâches, on va utiliser la même demande là, qui existe pour créer un sous-billet parce que cette demande-là, elle aurait ses tâches aussi. Fait que si du côté TI, ils disent, OK, ben, tu sais, mettons, les accès, il faut qu'ils le créent à tel endroit en premier, puis après ça, ils font telle affaire, telle affaire, telle affaire, bien, à ce moment-là, on va utiliser la demande qui existe déjà du côté TI. C'est juste qu'elle va être ouverte de façon automatique par une demande maître qui serait, par exemple, la demande d'arrivée d'employés. Super. On a une seconde question aussi. Donc, pour les approbations, est-ce que le gestionnaire reçoit une notification? Le gestionnaire, pour les approbations, il reçoit deux choses. Il reçoit un courriel qui lui dit qu'il y a une tâche à approuver. Et il reçoit effectivement une notification qu'on voit ici avec la cloche. Dès qu'il rouvre son portail, il va avoir un onglet ici pour ses tâches d'approbation en attente. J'en avais, je les ai toutes, parce que je ne voulais pas mêler différents sujets, mais donc, il peut approuver directement par son courriel, donc il peut approuver ou refuser directement par le courriel. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que pour certaines approbations, on veut les forcer à venir mettre un détail, donc une raison. Donc, pourquoi je l'accepte, pourquoi je le refuse. Et la raison de refus va se mettre si c'est un refus via courriel, mais la raison d'acceptation ne se mettra pas. Donc, ils vont forcer les gestionnaires à se brancher au portail pour venir traiter leur demande. Fait que ce qu'on fait, on envoie le courriel quand même, mais plutôt que de mettre le bouton « J'accepte » ou « Je refuse » dans le courriel qui est envoyé, on met le lien vers le portail qui va les amener directement à leur tâche d'approbation. Il reçoit les deux, en fait. Mon Dieu, j'ai fait une longue explication. Il reçoit un courriel et une notification, si je résume. Super, merci. On a 3 autres questions. Donc, après ces 3-là, je pense qu'on pourrait peut-être passer à nos modules et revisiter à la fin, juste pour respecter un petit peu le temps de tous. Mais première des 3 questions, comme vous allez développer toute une interface pour les RH, est-ce qu'on peut copier tout votre module dans notre environnement et simplifier, l'adapter à notre réalité?
on ne peut pas copier des demandes d'un environnement à l'autre. Par contre, elles sont documentées. Donc, il existe un catalogue, c'est un document, c'est un fichier Excel avec le détail de chacune des demandes. Donc, vous prenez le document puis vous venez faire la configuration. Sachez qu'on peut vous accompagner aussi si vous manquez de temps ou de bras à l'interne. Vous nous dites, OK, j'ai besoin de telle demande. On peut faire les demandes directement pour vous, mais ces deux ne permettent pas de copier une demande d'un environnement à l'autre pour l'instant. Super. En fait, je suis en train de lire les deux questions, puis elles se ressemblent beaucoup. Donc, les questions, et je peux peut-être même les lire une à la suite de l'autre parce que je pense que ta réponse va toucher un peu aux deux questions. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il pourrait y avoir des demandes qui sont accessibles seulement au RH dans une catégorie? Donc, l'arrivée d'un employé, par exemple, on ne voudrait pas qu'un employé puisse soumettre un ticket de ce type-là. Et la deuxième question est pour le même catalogue, peut-on empêcher des clients d'une même entreprise à certaines demandes? Donc, c'est un peu la même chose. Dans le fond, on voudrait effectivement. Que les employés répondent à n'importe quel type de demande. Donc, je te laisse répondre. Merci, Martine. Oui. La réponse est oui. C'est que ça sera, même si en dessous, c'est les mêmes demandes, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on fait deux catalogues différents. C'est une super bonne question, j'ai oublié de le mentionner. Je pourrais avoir un catalogue gestionnaire et un catalogue employé. Donc, mon gestionnaire, parce que je vous montrais l'affichage de poste, etc. Moi, en tant qu'employé, je ne peux pas faire une demande d'affichage de poste, c'est le gestionnaire. Donc, le gestionnaire, lui, va avoir un catalogue, toujours RH, mais RH++, disons-le comme ça, ou RH gestionnaire, parce qu'il va avoir des droits de plus sur certaines demandes que les employés n'auront pas. Fait que c'est le même principe que je vous expliquais, c'est juste qu'on va séparer, tu sais, RH aurait deux catalogues, un employé, un gestionnaire ou administration, ou peu importe comment on l'appelle. Et en dessous, c'est les mêmes, c'est les demandes. Il y a des demandes qui s'entrecroisent. Pourquoi qu'on fait des demandes qui s'entrecroisent? Parce que mon gestionnaire est aussi un employé. Et si je veux éviter qu'il aille à cliquer sur plusieurs pastilles, puis revenir à son premier catalogue, parce que là, tout d'un coup, il met son chapeau d'employé, mais on fait juste sélectionner les demandes qui s'entrecroisent dans les deux catalogues. J'espère que ça répondait aux questions à la question de nos deux personnes, en fait. Là-dessus, je te laisse continuer. Martine, on se revoit après ton prochain module. Oui, donc, on est rendu, on met notre chapeau ressources. On est rendu vraiment dans l'application de ces deux avec des droits qui sont attribués par groupe. Et je vous en glissais un mot tantôt, donc ce que ça permet de faire, mais on voit mes groupes ici que moi j'ai accès naturellement si si j'avais un accès administrateur ou que j'ai accès à toutes les fils, vous verriez qu'il y a beaucoup de groupes et il y a beaucoup de fils. C'est notre environnement de démo, donc naturellement on utilise le même environnement pour différents sujets. Mais je voulais vraiment le simplifier pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, moi, je suis associée à un groupe, je pourrais être associée à plusieurs groupes aussi. Le groupe définit ma sécurité. Donc, ça dit sur quoi j'ai le droit de travailler. Donc, dans mon cas, j'ai le droit de travailler sur la file RH, sur la gestion des plaintes et sur les demandes de changement. Donc, dans ce cas-ci, les demandes de changement s'appliqueraient moins, mais je voulais vous donner un exemple. Tantôt, je vous disais, il y a certains champs qui sont vraiment à protéger. C'est aussi via le groupe. Donc, quand on va configurer un champ personnalisé, on va dire, il y a juste le groupe RH qui a droit. Fait que peu importe les gens qui ont accès à la file ou au billet ou au rapport, ce champ-là, ils ne pourront pas voir le contenu uniquement que l'équipe qui va avoir à traiter le billet, qui doivent avoir accès à cette information-là. Donc, je soumets un billet au niveau de mon portail, ça vient se placer automatiquement dans ma bonne file. C'est important de dire, OK, bien, tous mes billets s'en vont, par exemple, dans ma file RH et les autres s'en iraient, par exemple, dans la gestion des plaintes. J'ai oublié de vous montrer la gestion des plaintes au portail, mais on va le voir quand même ici.
Dans le bas, vous avez des filtres. Fait que moi, dans mon cas, je me suis fait un filtre pour venir voir les billets d'arrivée d'employés. Ce que ça permettrait de faire, je pense que j'en ai une, c'est ça. Donc, j'en ai juste une. Mon filtre, je pourrais sortir uniquement, par exemple, mes billets d'arrivée d'employé, que l'employé arrive lundi prochain. Donc, on est mercredi, je veux refaire un tour, je veux m'assurer que tout est complété, que toutes les tâches de tout le monde sont complétées. Plutôt que d'aller dans ma grille où j'ai plusieurs billets, bien, le filtre va venir me permettre de filtrer de façon plus pointu les billets que j'ai dans ma file. Donc, c'est un complément au fil. Ça ne remplace pas les fils. C'est vraiment un complément. Et naturellement, on s'habitue à travailler avec nos fils. Les filtres, vous pouvez vous en faire des privés qui appartiennent juste à vous, mais on peut en faire des publics. On voit la différence entre le gris et le orangé. Donc, le filtre projet ici, c'est juste moi qui peux le voir et les autres, on les a fait publics par groupe, encore une fois. Je ne veux pas avoir à venir me casser la tête à chercher mon filtre à travers tous les filtres des TI, des approvisionnements, etc. Donc, on va venir faire des filtres et on va les associer encore une fois au groupe. Donc, vous comprenez que le groupe, il y a une incidence importante dans ces deux, puisque c'est lui qui donne, oui, les accès de sécurité, ce que j'ai le droit de faire, etc. Mais c'est avec lui aussi qu'on va être capable de raffiner un peu ce qu'on donne comme possibilité ou comme filtre. Ça pourrait même être dans les rapports aussi, si jamais on veut avoir des rapports. Donc, je pourrais, mais si je ne veux pas de filtre, c'est important de mettre à aucun. Et là, je vais avoir mes 25 billets qui sont dans ma file. Voyons, je donne ça. Les colonnes qui sont ici, sachez que vous pouvez les définir comme vous voulez. Vous pouvez faire des modèles de grilles, vous pouvez venir rajouter des champs. Je pourrais venir mettre, par exemple, un regroupement différent de mes statuts. Chaque personne, moi, je dis tout le temps qu'il y a autant de grilles que de personnes. Chaque personne a sa façon de travailler, a sa façon de suivre ses billets et il y a sa façon aussi pour les retrouver plus facilement. Les deux premières colonnes que vous voyez, le vert, l'orangé et le rouge, c'est pour les niveaux de service. Ça peut s'appliquer aussi. C'est sûr que là, les ressources humaines, vous ne gérez pas nécessairement des urgences en priorité 1, mais on pourrait quand même définir des niveaux de service. Fait que vous savez que votre billet, vous devez le prendre en charge en temps de temps, etc. C'est des indicateurs visuels qui vous permettent de suivre ça. Et la deuxième colonne, c'est les priorités. Donc, si vous ne gérez pas les priorités dans les billets, bien, on fait simplement enlever cette colonne-là et on va venir, par exemple, dans notre situation, je pourrais avoir dans ma grille d'arrivée d'employés, bien, la date cible d'arrivée d'employés. Si je traite des billets de demande d'absence, bien, ça pourrait être le début d'absence. Ça pourrait être le département, le département ou l'école ou peu importe. Fait que tous les champs que vous mettez dans votre billet, vous pouvez venir les mettre dans vos colonnes ici. Et naturellement, on va travailler habituellement uniquement qu'avec nos billets ouverts. Nos billets fermés restent là en historique pour une recherche, mais dans le quotidien, je ne veux pas en plus avoir mes billets fermés. Donc, c'est ce qui fait vraiment le tour de la grille. Je ne passerai pas nécessairement tous les boutons qui sont là. Et sachez par contre que rapidement, je peux aller trouver les billets qui sont assignés à moi ou les billets qui sont assignés à mon groupe. Donc, si, par exemple, le matin, je me réserve un temps pour faire le suivi de mes billets, je pourrais venir chercher que mes billets à moi, je fais mon suivi et par la suite, je vais prendre les nouveaux billets. Ceux que vous voyez en gras qui sont ici, c'est parce que c'est soit que j'ai reçu un courriel à l'intérieur ou soit que j'ai reçu une note ou que j'ai une date de suivi atteinte. Donc, dans les notes, dans les billets, on va aller dans les billets, là, on peut venir se mettre des suivis.
Fait que si je reprends ma demande, je vais juste enlever ça, je reprends ma demande d'arrivée d'employé que j'ai faite tantôt. Donc là, je traite le billet. Vous avez les informations de l'employé, naturellement. Donc, c'est pour ça, là, c'est sûr que là, c'est les informations de moi qui l'a rempli. Si je prends une demande, par exemple, de plainte ou de changement d'assurance, etc., c'est les informations de l'employé. Donc, quand j'ai complété tantôt la demande de changement d'assurance, je n'ai pas mis c'était qui l'employé parce que je le sais déjà, le système le sait, je suis allée au portail, j'ai déjà mes informations, donc elle va déjà arriver au bon employé avec son établissement scolaire. Tout dépendant de comment vous structurez vos entreprises, sachez que j'oserais dire 95% des établissements scolaires, les entreprises, c'est les écoles. Donc, c'est vraiment déjà structuré avec les écoles, les points de service, etc. C'est déjà habituellement comme ça votre C2. Et vous avez différentes informations. On ne rentrera pas dans ce détail-là. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que vous avez la date de création. Ça a été créé par qui? Sa dernière date de modification. Et on pourrait retrouver la date de fermeture, ça a été fermé par qui, etc., pour être capable, après, en historique, d'aller retrouver un peu ce qui s'est passé sur un billet. Si on va voir dans les informations qui ont été complétées, donc c'est à partir d'ici, ça, c'est les informations que j'ai complétées directement au portail avec les applications, les accès répertoires, et c'est ici que je voulais vous amener. Donc, vous voyez, ce que je vous disais tantôt, c'est que mon billet, il y a déjà un processus d'établi avec un flux de travail. Donc, dans mon flux de travail, je prépare déjà quelles tâches je veux créer et les tâches vont s'en aller dans les bonnes équipes, dans les bonnes files. Donc, si c'est une tâche de création d'accès ou d'équipement d'ordinateur, etc., bien, ça va s'en aller dans les files de l'équipe TI. Fait que ces tâches-là, naturellement, vous ne pouvez pas venir les traiter puisque ça appartient à une autre équipe, mais vous allez pouvoir les voir directement dans votre billet. Fait que je peux venir ouvrir la tâche. Vous voyez, je n'ai pas accès, je me suis enlevé beaucoup de fils, là, fait que je n'ai pas accès justement à la file en question. Mais dans mon exemple, je vais quand même au moins venir la terminer. Je ne peux même pas la terminer. Donc, j'aurais dû me laisser plus de droits. Donc, je pourrais venir, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir créer l'utilisateur dans l'Active Directory ou dans Azure, peu importe. Donc, Charles, lui, on voit que c'est assigné à Charles. Charles, lui, il a sa job à faire. Une fois qu'il va l'avoir fait, il va fermer la tâche qui est ici. Et là, ça va venir mettre à jour votre billet pour vous dire que l'utilisateur est créé. Ça viendrait mettre c'est quoi son code d'utilisateur. Et après ça, ça va ouvrir la tâche d'attribution d'accès. Naturellement, habituellement, le premier, c'est qu'on le crée dans le répertoire. Après ça, on lui donne les accès dans les autres logiciels et les répertoires. Donc, chaque tâche, ils ont des numéros différents. Fait que mes deux tâches qui sont ici à 2 vont s'ouvrir en même temps parce qu'une fois que celle-là est remplie, eux, ils peuvent travailler. Mais tout ça, vous n'avez pas besoin de le suivre parce que le système, lui, va s'occuper d'envoyer les tâches. Les équipes, ils savent qu'ils ont cette tâche-là, ils la reçoivent. Ils vont venir faire les trucs qu'ils ont à faire, fermer leurs tâches. Et une fois que tout ce beau monde-là a terminé, bien là, vous pourriez recevoir une notification ou un courriel pour vous dire que bien, le billet est complété. Vous pouvez vous assurer que tout est beau. Vous envoyez les informations au gestionnaire pour y donner c'est quoi les accès de son employé et vous fermez le billet. Fait que vous n'avez pas besoin d'envoyer un courriel ou peu importe comment vous le faites présentement, dire OK, j'ai un nouvel employé, j'ai besoin de tel équipement, qui vous répondent pour vous dire OK, c'est beau, l'équipement est prêt, etc., puisque vous avez tout à l'intérieur du même billet d'arrivée. Donc, le propriétaire du billet d'arrivée demeure la personne aux ressources humaines. Chaque équipe font ce qu'ils ont à faire et une fois que c'est fait, ça vous avise automatiquement que la tâche elle a été fermée
puis que ça passe maintenant au suivant. J'avais mon petit filtre ici, donc 3 jours avant l'arrivée, je reviens dans mon billet, je m'assure que tout est fait. Si jamais ce n'est pas fait, bien là, c'est là qu'on peut cogner à la porte de l'équipe pour dire c'est parce que mon employé arrive lundi, assure-toi de faire, d'y créer, par exemple, ses accès. Surtout si c'est le premier en haut, là, dans notre cas, Charles qui n'a pas fait sa job, là. Donc, naturellement, lui, il bloque toutes les autres. Fait que c'est tous des jalons, en fait. On essaie de ne pas mettre trop de tâches pour rien, mais on met les jalons importants qui vous permettent de suivre le billet. Ce que je vous explique là, par rapport à la demande d'arrivée d'employés, c'est vrai pour n'importe quelle demande. Donc, si je viens, si j'avais, mettons, une demande de plainte, bien, ça serait la même affaire dans ma demande de plainte. J'en ai une. On va enlever ceux-là. Donc, par exemple, dans ma demande de plainte, bien, je pourrais aller voir est-ce que la plainte est recevable, etc. Est-ce qu'il y a des interventions à faire? Donc, vous voyez, l'accusé de réception, elle a été transmise, mais ce n'est pas moi qui est venu le cocher, c'est le système qui dit, OK, bien, il envoie l'accusé de réception automatiquement. L'avis de traitement de la requête a été transmis. Donc, toutes ces informations-là, ici, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le workflow, c'est qui va dans le flux de travail, excusez. Vous voyez ici, la plainte elle a été acceptée. Donc, on accepte de traiter la plainte, on passe au suivant. On pourrait avoir aussi une tâche d'approbation, là, il y a différentes façons. Fait que là, on est à traiter la plainte. Une fois qu'on traite la plainte, mais à ce moment-là, là, on va faire des recommandations, on va communiquer avec la personne qui a fait des plaintes, qui a fait la plainte, etc. Fait qu'on va vraiment, c'est le même principe. Naturellement, si on reprend, par exemple, une demande de changement d'assurance, dans ma demande de changement d'assurance, je ne vais pas venir mettre des tâches. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà toutes dans mon billet. Les tâches, on va les mettre quand c'est vraiment, ça requiert un suivi. On a besoin de différentes équipes ou différents intervenants à l'intérieur où j'ai vraiment des jalons importants à suivre. Je vous disais tantôt, on essaye de ne pas bourrer trop le flux de travail pour rien parce que l'idée, c'est d'alléger le travail, de le simplifier, d'avoir un meilleur suivi, pas de venir rajouter des étapes inutiles à tout le monde, de venir fermer leur plainte. Donc, c'est vraiment ça, l'analyste qui vous accompagne là-dedans, c'est vraiment quand vous faites votre processus à l'interne, bien, c'est là qu'on va faire comme non, ça, ce n'est pas nécessaire, vous l'avez déjà dans le billet. Oh, cette tâche-là, par contre, là, on va la créer. Fait que c'est vraiment ça. Même si on ne crée pas de tâches, on peut quand même avoir des actions. On peut avoir des processus qui enverraient, mettons, un suivi, par exemple, dans ce cas-là. On accepte de traiter la plainte. Donc, on envoie une note au client pour dire, parfait, votre plainte, elle est reçue. Il y a quelqu'un qui va la regarder, qui va vous revenir. Fait que ça, c'est le système qui va l'envoyer automatiquement. Un coup que vous traitez la plainte, même principe, un coup qu'on ferme la tâche ici de traiter la plainte, on pourrait retourner un suivi à notre personne qui a ouvert une plainte pour lui dire, bon, bien, la plainte, elle est traitée, nous sommes présentement en évaluation d'une recommandation, etc. Donc, ça permet à la personne qui a ouvert le billet d'avoir un suivi puis de savoir qu'il y a quelqu'un qui a pris en charge son billet et qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe aussi. Si, par exemple, on décide que non, la plainte n'est pas recevable, bien là, on peut envoyer un courriel pour dire, bien, finalement, suite à l'analyse de votre plainte, nous considérons que votre plainte est non recevable. Donc, c'est tout ça qui est possible de faire aussi. Dans le catalogue, je ne vous l'ai pas montré tantôt, mais je vous le disais plus rapidement. La gestion des plaintes, qui est aussi un sujet assez d'actualité de ce temps-là. On pourrait avoir une gestion des plaintes internes. Donc, moi, en tant qu'employé, je veux formuler une plainte parce que je considère que mon bureau de travail n'est pas sécuritaire, parce que je subis du harcèlement, etc. Mais on pourrait aussi l'offrir
à ouvrir une plainte externe. Naturellement, on ne tombera pas là-dedans, mais avec tout l'encadrement du PNA, ben, la première plainte pourrait être entrée dans ces deux aussi, là. Ça fait pas mal le tour. Je pense qu'on a un petit 10 minutes de lousse. On pourrait y aller avec des questions. C'est quand même assez rapide, là. L'idée, c'est vraiment de vous montrer ce qui est possible de faire sans aller trop dans le détail. J'espère que je n'ai pas trop perdu de monde. Mais on pourrait, Maude, ouvrir aux questions. Absolument. En fait, on n'en a qu'une. Il y en avait une autre, mais tu lui as répondu pendant ta démo. Donc, on en a une autre qui vient de sortir. Donc, si on a besoin d'avoir les versions électroniques ou papier à classer dans un dossier, est-ce que c'est possible de le faire? Exemple, pour le traitement d'une plainte, pouvoir imprimer la demande avec les réponses pour la classer ou la traiter en équipe. Oui. Dans le fond, ce qu'on fait, si j'en réouvre une, c'est que ce qu'on va faire, un gabarit d'impression. Naturellement, là, vous voyez mon gabarit d'impression, il n'est vraiment pas bon, là. Je vais prendre celle-là. Donc, on fait un gabarit d'impression qui va aller chercher les informations de votre billet. Fait que chaque information que vous voyez ici, bien, nous, dans le gabarit, c'est une balise qui vient chercher l'information directement du billet. Donc, on retrouve le numéro du billet, la demande, la date, etc. Ça, on l'a bâti en fonction, c'est vraiment juste un exemple. Mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on regarde votre billet et on vient définir quelle information qu'on a de besoin. On pourrait même, dans les gabarits d'impression, aller chercher toutes les notes et courriels. Donc, je l'ai dit rapidement, mais on a une section notes et courriels qui tous les échanges à l'intérieur de ce billet-là. Fait que ça peut être des notes de suivi qu'on se met, ça peut être des courriels. Tu sais, je disais tantôt, ben à chaque jalon, on peut aviser l'employé qui a fait sa plainte, mais on pourrait venir aussi chercher le détail de chacun. Donc, l'employé il a reçu un courriel avec telle information, telle date, etc. Fait que ça, on le fait par un gabarit d'impression et vous allez pouvoir l'imprimer. On pourrait aussi le faire avec un rapport. Donc, on a un entrepôt de données qui existe avec ces deux. On a la possibilité, j'espère que j'ai les droits, de venir créer des rapports. Et là, on pourrait se faire un rapport directement qui vient chercher toutes les informations de la plainte. Naturellement, les rapports, même principe, on met des droits dessus, donc ce n'est pas tout le monde qui peut sortir les rapports. Mais sachez que quand on a des rapports ici, l'avantage, c'est qu'on pourrait directement l'envoyer à quelqu'un le rapport qui sort aussi l'impression, en fait, le résumé de la plainte. Naturellement, si on veut le faire manuellement, ben, on fait juste cliquer sur le bouton, on l'envoie à l'imprimante et ça s'imprime, on prend le papier, on le classe. Mais on pourrait envoyer des rapports aussi une fois par mois, sans avoir le détail des plaintes, mais mettons qu'on sort une fois par mois à la direction, ben, les plaintes, un résumé des plaintes qui ont été formulées, ben, c'est toutes des choses qui peuvent se faire de façon automatique sans que ce soit quelqu'un qui vienne prendre chacun des billets, qui se fait un beau petit tableau puis qui envoie ça. C'est le système qui va le faire tout seul. Super, merci. On a une prochaine question qui est assez intéressante. Donc, comment créer des SLA distincts entre les services, donc que ce soit TI, RH, légal, finance, sur différents types de demandes? J'en profite également pour mettre dans le chat un lien vers notre section du centre de webinaire sur les deux webinaires sur les SLA. Je vais également mettre un lien vers notre centre de ressources avec le guide des SLA, donc ça pourra vous aider, groupe, à en apprendre un petit peu plus sur les SLA sur le côté, parce que Martine ne passera pas beaucoup de temps à aller très, très creux. Mais je te laisse répondre à la question, Martine. En fait, il y a plusieurs façons de le faire. C'est, dans le fond, les SLA sont définis en fonction de l'impact et de l'urgence. Et dans la configuration de base du système, bien naturellement, on dit que tel impact, telle urgence, c'est une priorité 3 et qu'on a un temps pour les priorités 3.
Donc, on peut venir le forcer pour dire, moi, mes demandes de service, c'est tout le temps une priorité 3, donc j'ai 3 jours pour la prendre en charge, 1 semaine pour la résoudre. Donc, à chaque fois, demande de service, c'est tout le temps la même affaire, elle vient se prioriser toute seule. Fait que ça, on le fait avec des processus ou des actions dans le flux de travail. Elle vient se prioriser elle-même toute seule. Sinon, on a aussi, ici, on peut venir forcer un impact et une urgence. Donc, dès que cette demande-là, il y a un billet dessus, impact et urgence, c'est tout le temps la même affaire, donc ça définit ma priorité. Ou je peux venir forcer des temps de réponse et de résolution. Donc, pour cette demande-là, toujours, là, on est vraiment dans la demande par demande. On essaie d'y aller tout le temps dans le 80-20, donc on gère 80 20 qui sont demande par demande dans cet exemple-là. Donc, il y a 2 possibilités. Impact, urgence, le temps de réponse, temps de résolution, temps de résolution, que je viens forcer ici, ou bien on a les priorités qui sont ici. Donc, si on gère avec les priorités, on pourrait dire que celle-là, la priorité 1, c'est par exemple 10 minutes au lieu d'1 heure. Fait qu'on vient préciser par priorité directement aussi dans la demande. Fait que c'est comme ça qu'on vient définir des SLA qui sont différents du général. Mais pour des demandes de services qui sont habituellement toutes les demandes de ressources humaines, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne les priorise pas nécessairement. Si je mets une priorité ici, ça prend quelqu'un qui la priorise. Habituellement, on va déjà forcer la priorité. Fait qu'elle va déjà arriver avec les bonnes valeurs. Mais effectivement, le webinaire sur les SLA, il est vraiment intéressant. C'est un monde, les SLA. C'est vraiment, il y a beaucoup d'options qui viennent vous permettre une flexibilité puis de les mettre selon vos besoins. Fait que allez écouter mes collègues qui ont fait un beau webinaire là-dessus. Donc, dans le chat, vous avez 2 webinaires sur les accords de service. Vous en avez un qui était plus en mode démo, un plus en mode théorie. Puis le deuxième lien, je m'excuse, que j'ai mis dans le chat étant le lien vers notre centre de ressources qui contient un guide de A à Z sur comment mettre en place les SLA. Puis encore une fois, bien sûr, si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, si vous savez simplement pas le temps de mettre en place vous-même, l'équipe d'analystes est là également. On a une dernière question sur cette section-ci, Catherine. On a quelqu'un qui demande est-ce que les rapports peuvent être dans Excel? Dans Excel? Oui. Oui. En fait, si je reviens à mes rapports qui sont ici, je vais essayer d'en trouver un. Là, le rapport n'aura assurément pas de lien avec, je vais juste en trouver un que je suis sûre qu'il y a des données dedans. Quand vous consultez un rapport, vous pouvez l'imprimer selon le format que vous voulez ou vous pouvez l'extraire en Excel. C'est le même principe si on envoie un rapport par un processus. Dans le processus, à côté du rapport qu'on sélectionne, on décide le format qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut l'envoyer en Excel, en PDF, en Word, etc. Donc, on peut déjà le définir aussi. Fait que on n'a pas besoin d'avoir une intervention humaine dans certains rapports. C'est un rapport qui s'envoie, par exemple, à chaque mois. Bien, le rapport, il pourrait envoyer un format Excel à chaque mois si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Naturellement, juste une petite parenthèse, on n'a pas de contrôle sur Excel de la façon qu'il prend les champs. Donc, si c'est un champ, si c'est une demande avec un champ de type mémo qui a beaucoup d'informations, des paragraphes, etc., il existe des formules pour améliorer la prise en charge de ces champs-là, mais des fois, ça sort un rapport un peu étrange dans Excel. Ça va bien quand c'est des champs texte. C'est surtout les champs de type mémo là, avec beaucoup d'informations qu'il faut faire attention à cause des paragraphes qui peuvent être mis dedans. Plus d'autres questions? Je pense qu'on en a eu beaucoup durant les sessions aussi, ce qui a rendu ça un peu plus riche pour tout le monde.
Puis je vous remercie d'être venu avec nous aujourd'hui et d'avoir passé cette heure-là avec nous pour apprendre un peu plus sur ces deux. Peut-être juste pour terminer, si jamais il y en a qui sont intéressés à poser, tu sais, vraiment qu'on rencontre les équipes, qu'on fasse une démo plus ciblée à votre établissement, n'hésitez pas non plus à communiquer, soit via le lien ou communiquer avec votre représentant au niveau des ventes. Ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer puis de regarder les demandes de façon plus détaillée selon vos besoins à vous. Bonne journée, tout le monde. Merci beaucoup de votre présence.